Pour Schopenhauer, l'air frais est le secret de la santé. Ce matin de 1860, sa femme de ménage ouvre donc comme d'habitude la fenêtre de la pièce. De retour quelques minutes plus tard, elle retrouve le philosophe de 72 ans sans vie dans le canapé. Le courant d'air l'a tué. Mais il n'a pas souffert, il a l'air paisible. Lui qui avait tant écrit sur la mort, il n'en avait pas peur. Il a avoué à un de ses plus proches amis, ce qui le terrifiait, que les fruits de son esprit soient corrompus par les profs de philo. La particularité de Schopenhauer, c'est qu'il est le philosophe le plus lu en dehors du monde académique. Il a eu une énorme influence dans la pensée occidentale. Nietzsche et Freud, pour ne citer qu'eux, ont puisé chez Schopenhauer. Il a aussi inspiré les plus grands artistes européens du 19e siècle. Par exemple, le compositeur allemand Richard Wagner ou les romanciers Maupassant et Kafka. Mais il a beau être très populaire et avoir écrit sur à peu près tous les sujets, il n'a pas eu de disciples à l'université. Contrairement à Kant et à Hegel, les deux autres géants de la philosophie allemande de l'époque. En même temps, Schopenhauer a eu des mots très durs contre les profs et les universitaires. Il dit qu'ils ont abandonné l'amour de la vérité, qu'ils se prostituent. C'est ça qui est exceptionnel dans le destin de Schopenhauer. Comment devenir un des plus grands noms de la philosophie en insultant les gens qui font le classement. Après, il y a beaucoup d'autres choses très intéressantes dans la vie de ce philosophe, des choses qui nous permettent de mieux comprendre la naissance des grandes idées, leur pénétration et leur influence dans la société. Je vais donc vous raconter 10 anecdotes étonnantes et révélatrices sur le destin de Schopenhauer. Je consacre une des dernières anecdotes à sa vie amoureuse qui ne ressemble pas du tout, vous allez voir, à celle d'un philosophe. Schopenhauer passe souvent pour le penseur du pessimisme, celui qui détruit toutes nos illusions sur l'existence et qui nous montre que la vie n'a pas de sens. Par exemple, Michel Houellebecq, qui ne respire pas le bonheur, dit que le monde comme volonté et comme représentation, l'œuvre majeure de Schopenhauer, a été pour lui une révélation. Comme on peut s'y attendre, Schopenhauer était lui-même dépressif. Mais il n'a connu aucun grand malheur qui ait causé son état. En fait, il en reconnaît lui-même l'origine, c'est héréditaire et ça lui vient de son père. Henri Floris Schopenhauer a tout pour être heureux, une belle femme intelligente et 2 enfants qui montrent des dispositions intellectuelles, une entreprise prospère qui lui permet de mener un train de vie très confortable, un réseau personnel dans la bourgeoisie cosmopolite européenne, des voyages pour satisfaire sa curiosité. Mais voilà, il est comme sa mère, la grand-mère paternelle du philosophe, il a une grosse tendance à la dépression. Pour sa femme, la mère du philosophe, qui est elle extravertie et plutôt optimiste, pour elle c'est un vrai poids au quotidien. Et puis ça finit mal, le père de Schopenhauer se renferme sur lui-même, il devient fou, puis il est retrouvé flottant dans les eaux glacées du canal derrière la maison familiale, le philosophe a 17 ans. Ce que montre cette anecdote, c'est que le pessimisme de la pensée de Schopenhauer exprime probablement son penchant personnel héréditaire à la dépression. Comme son père, Schopenhauer est souvent dépressif, anxieux et mélancolique. En plus, il reste dans la solitude. Et si lui n'est pas passé à l'acte, il a réfléchi à la question du suicide pendant toute sa vie. L'obsession d'un écrivain, c'est de vivre de sa plume. Celle d'un penseur, c'est de vivre de sa pensée. Le bon plan, c'est, depuis qu'il y a des universités, d'être prof à l'université. Comme ça, le penseur a un revenu fixe garanti, il donne quelques cours et ça lui laisse le temps de créer une œuvre. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent les 2 autres géants de la philosophie allemande de l'époque, Kant et Hegel. Mais Schopenhauer n'est pas dans la même situation, parce que depuis la mort de son père, il a hérité d'un bon pactole. Schopenhauer est rentier. Alors, il n'a pas de quoi intégrer la jet-set, mais il peut vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours sans travailler. En plus, il n'aura ni femme ni enfant à charge. Il n'a pas besoin, comme Spinoza 2 siècles plus tôt, de donner des cours particuliers et de travailler comme artisan opticien pour survivre. Et ça ne risque pas d'arriver parce que Schopenhauer gère consciencieusement son capital. Il prend peu de risques, il diversifie ses investissements. Par exemple, il suit le conseil de sa mère et de sa sœur en plaçant une partie de son héritage chez un banquier réputé de Gdansk, ville qui appartient à l'époque au royaume de Prusse. Et contrairement à elle, il défendra agressivement son argent lorsque l'investissement s'avérera être un échec 10 ans plus tard. Le banquier arrive à berner la mère et la sœur, qui acceptent de perdre une grosse partie de leur argent, mais le philosophe, lui, ne se laisse pas faire parce qu'il comprend que le banquier a le moyen de le rembourser. Donc il lui met la pression et il réussit à récupérer son argent 2 ans plus tard. On ne s'attend pas à ça de la part d'un philosophe, n'est-ce pas? Mais la propension à la dépression n'est pas la seule chose qu'il a hérité de son père. Il a également hérité de son intelligence économique. Il y a un autre enseignement plus important à tirer de cette anecdote. La liberté financière de Schopenhauer lui donne la liberté intellectuelle. Il peut penser et s'exprimer sans avoir à plaire à des clients, à l'université, à l'église ou à l'État. Et ça fait toute la différence.
À 25 ans, Schopenhauer vient de publier son essai De la quadruple racine du principe de raison suffisante, qui est tiré de sa thèse de doctorat, et c'est à propos de ce livre que se produit un énième accrochage avec sa mère. Elle lui demande si c'est un manuel pour les pharmaciens. Il lui répond que ce livre sera encore lu quand plus un seul de ses écrits à elle ne sera disponible, pas même dans une décharge. Mais c'est sa mère qui clôt l'accrochage en lui rétorquant que tous les exemplaires imprimés de son livre à lui seront encore disponibles. Autrement dit, aucun exemplaire ne sera jamais écoulé. Oui, ça ne ressemble pas aux accrochages que nous avons avec nos parents, parce que c'est un accrochage entre deux auteurs. La mère de Schopenhauer, Johanna, est un écrivain reconnu. Pendant une décennie, elle est l'autrice la plus populaire d'Allemagne, au point que ses livres connaissent des rééditions. Cela fait que pendant longtemps, Schopenhauer n'est pas connu comme le philosophe Arthur Schopenhauer, mais comme le fils de la romancière Johanna Schopenhauer. C'est pour ça qu'il est jaloux. Mais la vérité, c'est qu'il est le fils de sa mère. C'est elle qui lui transmet son goût et son talent pour les idées. Elle est une femme très cultivée qui a été élevée dans les valeurs des Lumières. Elle a lu le meilleur des littératures anglaises et françaises de l'époque. Et puis après la mort de son mari, elle fréquentera les intellectuels les plus en vue. Elle a une influence encore plus précise sur Schopenhauer. À l'adolescence, elle lui donne des conseils de style. Elle l'encourage à choisir ses mots avec soin pour s'exprimer le plus clairement possible. Or, le style, c'est un trait distinctif de l'œuvre de Schopenhauer. Il s'exprime de manière bien plus intelligible que les autres philosophes allemands de l'époque. Il apporte beaucoup d'attention à la pureté de la langue parce qu'il considère que la clarté est un indice de la vérité philosophique. Il attaque d'ailleurs ses contemporains sur ce terrain, surtout Hegel. Il les accuse de dissimuler la médiocrité de leurs pensées sous un style technique incompréhensible. Ceux qui assemblent des phrases pénibles, obscures, enchevêtrées et équivoques ne savent certainement pas bien ce qu'ils veulent dire. Ils n'ont qu'une conscience obtuse qui aspire à une idée. Souvent aussi, ils veulent se dissimuler à eux-mêmes et dissimuler aux autres qu'ils n'ont en réalité rien à dire. Ils veulent, à l'instar de Fichte, Schelling et Hegel, paraître savoir ce qu'ils ne savent pas, penser ce qu'ils ne pensent pas et dire ce qu'ils ne disent pas. Bref, ce que montre cette anecdote, c'est que dans le cas de Schopenhauer comme dans beaucoup d'autres cas, le génie a été semé par les parents. Mais comme l'a montré Bourdieu, il n'y a pas que le talent des parents qui avantage les enfants. Il y a surtout le capital social. Schopenhauer bénéficie bien sûr des contacts de son père dans le monde économique, mais ce n'est pas ce capital social qui va lui servir. C'est le réseau de sa mère, la grande romancière, qui va lui servir. Après la mort de son mari, elle s'établit à Weimar, la capitale culturelle, l'Athènes allemande entre guillemets de l'époque. Elle y organise des soirées que fréquentent les intellectuels et les artistes les plus en vue. Et du coup, lorsque son fils se rend à ces soirées, il peut rencontrer ces hommes. C'est bien sûr un avantage énorme pour un étudiant qui a une ambition intellectuelle. Schopenhauer rencontre en particulier l'auteur qu'on associe à la langue allemande, comme on dit que le français est la langue de Molière, Goethe. Comment est-ce que sa mère a réussi à l'avoir à ses soirées? Eh bien, comme Goethe s'est marié avec sa domestique, les autres soirées n'acceptent pas sa femme. Mais Johanna Schopenhauer, elle, est moins regardante. Si Goethe lui a donné son nom, dit-elle, on peut bien lui donner une tasse de thé. Du coup, avec la présence du génie de la littérature allemande, les soirées de la mère de Schopenhauer attirent des personnalités importantes. Au début, Schopenhauer n'ose pas déranger Goethe, il le regarde de loin, plein d'admiration. Goethe est avec Kant le héros intellectuel de Schopenhauer. Avec le temps, le fils et l'ami de la mère se rapprochent et le grand écrivain se rend compte de l'intelligence du jeune homme. Alors il s'en fait un allié pour promouvoir sa théorie des couleurs, qui est une réfutation de la théorie des couleurs de Newton. Mais l'ambition et l'indépendance intellectuelle de Schopenhauer le font sortir du rôle auquel le grand écrivain voulait le cantonner. Schopenhauer se permet de suggérer des corrections à Goethe, et il se sert même de la théorie des couleurs du grand écrivain, autrement dit de l'autorité intellectuelle de Goethe, pour promouvoir sa propre philosophie. Ce que révèle cette anecdote, c'est que Schopenhauer a évolué, au moins durant une partie de sa vie, dans le milieu culturel idéal pour devenir un grand penseur. Il était dans l'orbite de grands intellectuels, et grâce au statut de sa mère, il pouvait même se permettre de leur demander des faveurs. Des lettres de recommandation, leur avis sur ses propres textes, etc. Schopenhauer a beau avoir bénéficié du capital social de sa mère, son destin était loin d'être tout tracé. Parce qu'à l'époque, philosophe n'est pas vraiment un métier, et puis parce qu'on ne choisit pas son métier aussi librement qu'aujourd'hui. Le père de Schopenhauer est un marchand prospère, donc il prévoit que son fils sera marchand. Il reprendra l'affaire familiale, tout simplement. À l'adolescence, son père le place dans la meilleure école privée de Hambourg qui prépare aux carrières commerciales. Mais au cours de ces années, le jeune Schopenhauer se rend compte qu'il a du goût pour le monde des idées. Et le directeur de l'école
Hegel lui confirme qu'il peut être plus qu'un marchand, qu'il a un potentiel intellectuel. Bon, comme vous l'imaginez, son père ne se dit pas « Ah génial, mon fils veut faire philosophe ». Non, même sa mère prend peur parce que les parents ne veulent pas que Schopenhauer tombe dans la pauvreté des universitaires et des artistes. Mais étonnamment, son père est tolérant. Il donne le choix à son fils de 15 ans, soit il accompagne ses parents dans le grand voyage qu'ils vont faire en Europe tout au long du printemps, et il promet de continuer sa formation de marchand au retour du voyage, soit il renonce au voyage et il apprend le latin en vue de sa carrière universitaire pendant qu'eux sont en Europe. Schopenhauer hésite et il choisit le voyage. Donc normalement, il devait finir marchand. Et il va tenir sa promesse. Même après la mort de son père, il travaille dur comme apprenti pendant 2 ans, mais avec le temps, l'absence de son père renforce le désir de renoncer à sa promesse. Si sa mère est ouverte à la possibilité, elle a peur, même avec sa rente, son fils n'aura pas assez d'argent pour faire vivre une famille dans l'aisance, il devra peut-être prostituer son talent pour survivre, et puis à la fin de l'adolescence, il est peut-être tout simplement trop tard pour changer de projet professionnel. Mais la mère de Schopenhauer est rassurée par un de ses amis. Il y a des universitaires de renom qui ont choisi leur carrière encore plus tard, et l'essentiel c'est que son fils soit certain de sa vocation et qu'il soit prêt à faire les efforts nécessaires. C'est donc à 19 ans que Schopenhauer embrasse son destin. L'événement décisif c'est bien sûr le suicide de son père. Il a fallu que le marchand meure pour que naisse le philosophe. Imaginez Hegel qui fait passer un oral à Schopenhauer. Et bien en fait, ça s'est réellement produit. En 1820, Schopenhauer, qui à 32 ans vient d'être engagé à l'université de Berlin, donne une conférence d'essai devant des membres du corps enseignant, dont Hegel, qui a lui 50 ans. Or, le climat est déjà tendu parce que Schopenhauer a demandé à programmer ses cours en même temps que ceux de Hegel. Ce qui est donc une manière de se présenter comme son concurrent direct, et même de prétendre lui voler ses élèves, alors que Hegel est la star de l'époque. Il est un peu le penseur officiel de l'Allemagne. Donc ça ne rate pas, il y a un accrochage après la présentation de Schopenhauer. Hegel lui demande s'il considère les fonctions animales comme des causes, et Schopenhauer le reprend sur la définition du concept de fonction animale. Lui connaît la définition scientifique moderne, pas Hegel. Schopenhauer dira à ses amis qu'il a révélé l'ignorance scientifique de Hegel. Malgré cet accrochage, Hegel, par rancunier, vote en faveur du jeune philosophe, alors même qu'il sait qu'il veut lui voler la vedette. Mais voilà, il n'avait rien à craindre, le cours de Schopenhauer est un échec complet. Seuls 5 étudiants sont présents aux conférences, contre plusieurs centaines au cours de Hegel, si bien que Schopenhauer ne se donne pas la peine d'aller au bout du cursus prévu. Il ne percera jamais les quelques années où il officie à l'université. Alors naît en lui une véritable haine pour Hegel, qu'il voit comme le responsable de son échec académique. Il le haïra toute sa vie et il ne cessera de dénoncer l'escroquerie de la philosophie hegelienne. En revanche, Hegel, de son côté, ne fera jamais rien pour nuire à la carrière académique de Schopenhauer. Comme je vous l'ai dit, il a voté en sa faveur au cours d'essai et il accepte sa concurrence. En fait, il ne se sent pas du tout menacé. Cette anecdote montre, comme d'autres, le caractère de chien de Schopenhauer. Il est très peu conciliant, il va facilement au conflit. Et puis cette rivalité avec Hegel révèle aussi l'ambition intellectuelle de Schopenhauer. Il a soif de reconnaissance, il veut imposer ses idées. Après, son ambition ne l'empêche pas d'être sincère. Par exemple, il dit beaucoup de bien de l'autre géant de la philosophie allemande de l'époque, Kant. Même s'il prétend corriger la théorie de la connaissance de Kant, Schopenhauer estime qu'elle est géniale et que c'est un passage obligé pour comprendre le monde. Voici une phrase qu'on trouve dans le carnet secret de Schopenhauer. « Je suis celui qui a écrit le monde comme volonté et comme représentation, et qui a apporté une solution aux grands problèmes de l'existence. » Et il le dit même sans détour à son éditeur. Ce livre que, au prix d'un grand labeur, j'ai rendu accessible à la compréhension des autres, sera, selon ma ferme conviction, un de ceux qui deviendront la source et l'occasion de 100 autres livres. Ah oui, il est vraiment sûr de lui, il sait que ce livre va être un carton. Mais voilà, dans la réalité, pas dans l'imagination de l'auteur, le livre qui a résolu le grand problème de l'existence fait un bide. Il passe presque inaperçu, seuls 6 critiques paraissent dans les 2 premières années. 300 exemplaires en tout se vendront en 30 ans. Les rares lecteurs trouvent que Schopenhauer s'exprime avec clarté et éloquence, mais ils ne sont pas convaincus par ses idées. Après, comme il n'a que 31 ans à la parution de la première édition, il a le temps de tout reprendre et de retenter sa chance. Mais Schopenhauer ne perdra jamais confiance dans sa pensée. Donc il ne modifiera jamais ses thèses fondamentales, il ne fera que les simplifier, les clarifier et les étendre. Du coup, comme il a déjà exprimé l'essentiel de sa pensée, il propose ses services de traducteur aux maisons d'édition, pour traduire Goethe en français et en anglais, pour traduire David Hume, le philosophe écossais, en allemand, et il a même proposé de réaliser des traductions en italien. Mais à cause de son caractère et de son ego, les tractations avec les éditeurs n'aboutissent jamais. On peut tirer 2 choses de cette anecdote sur le chef-d'œuvre de Schopenhauer. Tout d'abord, Schopenhauer est vraiment sincère. Il écrit ce qu'il pense et il n'est pas prêt à travestir sa pensée pour séduire le public. Ensuite, l'échec du livre dans lequel il a mis toute sa pensée et toute son
son âme, c'est un peu comme un divorce entre lui et le monde. Et le fait qu'il connaisse un tel échec si jeune ne peut que renforcer la propension à la dépression qu'il a héritée de son père. Un jour, épuisé après avoir rédigé une longue lettre, Schopenhauer renverse l'encre sur le sol. Alors il appelle sa servante pour qu'elle s'en occupe, et en frottant le sol, elle lui dit qu'elle a rêvé la nuit précédente qu'elle allait faire ça. Sceptique, Schopenhauer lui demande une preuve. Ça tombe bien, elle a déjà parlé de son rêve à une autre servante qui vient confirmer. Ce n'est pas le seul fait surnaturel consigné par Schopenhauer. Il a lui-même fait des rêves prémonitoires, et cela depuis l'enfance. Vers le milieu de la trentaine, il s'intéresse au paranormal, le magnétisme, les fantômes, la clairvoyance, les prophéties, la communication avec les morts, etc. Il accepte l'authenticité de ces phénomènes parce qu'ils sont universels. Ils se sont produits dans toutes les cultures, en tout temps et en tout lieu. En particulier, comme beaucoup de monde depuis les aventures de Mesmer à la fin du XVIIIe siècle, Schopenhauer creuse le sujet de l'hypnose. Il assiste à des séances, l'attitude et le discours des personnes qui sont en état de transe l'impressionnent. Non seulement Schopenhauer accepte la réalité de l'hypnose, mais il en induit que ce que l'on appelle la magie correspond à des phénomènes réels. Il est conscient que le domaine du paranormal est plein d'escrocs qui gagnent leur vie en abusant de la crédulité des gens, mais il pense qu'il existe des personnes avec d'authentiques pouvoirs surnaturels. Donc il va expliquer ces phénomènes de telle manière à les rendre compatibles avec son système philosophique. Cette anecdote montre que Schopenhauer est animé par une curiosité sans borne. Étant donné qu'il a l'ambition de comprendre l'expérience humaine dans son intégralité et dans toutes ses dimensions, il est ouvert à tous les sujets. Un compositeur a raconté la conversation qu'il a eue avec Schopenhauer, alors dans la trentaine, au cours d'un dîner à Francfort. Le philosophe lui dit avec enthousiasme que la science a réalisé la plus grande découverte en trouvant comment satisfaire les besoins de la nature en évitant l'infection. Il lui décrit alors la solution: il faut dissoudre une portion de chlorure de chaux dans de l'eau, puis il suffit d'y baigner l'appareil masculin après l'acte sexuel. C'est une découverte importante pour Schopenhauer parce qu'il a été très embêté. Au cours du dernier trimestre de l'année 1823, il a suivi un traitement intensif pour le débarrasser de la syphilis. Il avait très probablement contracté cette maladie en fréquentant les bordels, ce qui était courant pour les hommes de la bourgeoisie de cette époque. Et du coup, l'enjeu pour lui, c'était de rester sexuellement actif sans risquer l'infection. Schopenhauer tire simplement les conséquences de sa philosophie. L'amour est un piège que la nature nous a tendu pour nous contraindre à nous reproduire. Toute passion, écrit-il dans sa métaphysique de l'amour, quelque apparence éthérée qu'elle se donne, a sa racine dans l'instinct sexuel. Donc Schopenhauer satisfait directement l'instinct sexuel sans se laisser remporter dans l'illusion de la passion amoureuse. Mais ça, c'est la théorie. Dans les faits, son rapport à l'amour est bien plus compliqué. D'un côté, il voit les femmes comme des objets sexuels, il va au bordel, il multiplie les relations occasionnelles avec des femmes de conditions sociales inférieures, il a quelques relations plus sérieuses, mais sans perspective d'engagement. Au début de la trentaine, le philosophe met une servante enceinte, ce qui désole sa sœur. La domestique accouchera d'une petite fille qui mourra dans les premiers mois. Il n'est pas impossible que le rapport de Schopenhauer aux femmes lui vienne de son père. En effet, sa mère raconte dans ses mémoires que son mari avait lu beaucoup de littérature érotique quand il avait vécu en France, et elle estime que c'est à cause de cette influence qu'il réduisait les femmes à des objets sexuels. Mais Schopenhauer, lui, est capable de sentiments. Il confesse dans une lettre à un ami d'enfance qu'il a été très amoureux d'une femme qu'il a fréquentée pendant des années, mais que l'histoire a mal fini quand elle n'a pas tenu sa promesse de quitter Berlin avec lui. Comme souvent, la vérité des actes s'écarte des paroles. Dans les dernières années de sa vie, Schopenhauer décourage fortement un de ses fans, un avocat trentenaire, d'épouser la femme qu'il aime. Il lui rappelle comment sa mère a négligé son père malade dans les derniers mois de sa vie. Mais Schopenhauer, lui, avait pensé plusieurs fois à se marier au même âge. Ce qu'il faut tirer de cette anecdote, c'est que la misogynie de Schopenhauer traduit l'état d'esprit qu'il habitait au moment où il écrivait le texte. D'un côté, il n'était pas parti avec les meilleures cartes pour être heureux en amour. Sa mère n'aimait pas son père, elle ne semble pas non plus l'avoir véritablement aimé, lui, son fils. Il n'était pas bel homme, il a connu des déceptions amoureuses, et ses propositions de mariage ont été refusées. Mais de l'autre côté, contrairement à d'autres grands philosophes, il a eu une vie sexuelle et une vie amoureuse. Schopenhauer a beau être un philosophe génial, il peut dire des conneries. Par exemple, il affirme que les meilleurs livres et les meilleurs auteurs sont systématiquement ignorés par leurs contemporains. Bon, eh bien il suffit de vérifier 5 minutes dans l'histoire de la pensée occidentale pour constater qu'il y a des exemples pour et des exemples contre. Mais c'est probablement sa situation personnelle qui inspire cette thèse à Schopenhauer. Il est longtemps ignoré du public alors qu'il est persuadé d'être un grand penseur. Mais tout change à la fin de sa vie. Au début de la soixantaine, il veut publier un livre de vulgarisation, les Parerga et Paralipomena, supplément
suppléments et omissions en français. Ses précédents ouvrages se sont si mal vendus qu'aucun éditeur ne veut prendre le risque. Le seul qui accepte lui impose un contrat sans honoraires ni droit d'auteur. Et contre toute attente, le livre connaît un succès fulgurant, au point que Schopenhauer devient le philosophe de la période, le début de la seconde moitié du 19e siècle. Ses autres livres, et notamment Le monde comme volonté et comme représentation, deviennent des best-sellers par ricochet. Comment expliquer ce succès tardif? Il y a d'abord le livre lui-même. Les Parerga et Paralipomena sont un livre de vulgarisation qui n'est pas écrit pour le monde académique, mais pour un lectorat bien plus large. Schopenhauer y parle de beaucoup de sujets différents dans un style clair et éloquent, donc c'est très accessible. Et puis il y a beaucoup d'attaques, par exemple contre les profs de philo, et ça plaît au public. Une autre raison du succès, ce sont les comptes rendus. Au début, les Parerga et Paralipomena se vendent très lentement parce que Schopenhauer est inconnu, mais les critiques, qui sont des faiseurs d'opinion, décuplent l'intérêt pour le livre en disant du bien. Enfin, il y a aussi le rôle des fans de Schopenhauer. Pendant plusieurs décennies, les idées du philosophe avaient progressivement conquis des esprits, peu au sein du monde académique, bien davantage au sein de la bourgeoisie d'affaires. Les fans de Schopenhauer sont des hommes pratiques, solides, qui ont réussi dans la vie, pas mal d'avocats notamment. Et la particularité de ces fans, c'est que la philosophie de Schopenhauer a changé leur vie. Ils disent qu'elle a eu sur eux l'effet d'une révélation religieuse. Du coup, ils sont eux-mêmes des prosélytes, ils diffusent la doctrine de leur maître à penser. Schopenhauer se rend compte que ses fans le regardent comme un prophète, ça le gêne un peu, mais il a attendu la reconnaissance pendant tellement longtemps qu'il laisse faire. Il jouit de sa popularité. Tous les journalistes, tous les critiques, tous les auteurs parlent de lui. Les gens le reconnaissent dans la rue, ils le regardent avec curiosité au restaurant, ils lui demandent des autographes et lui envoient des cadeaux. Il est même devenu une attraction touristique à Francfort. Sa notoriété attire à lui des femmes remarquables, aussi intelligentes que belles. Par exemple, il tombe sous le charme de la sculptrice de 26 ans qui vient le rencontrer pour réaliser son buste. Alors que Schopenhauer a écrit un des pires pamphlets misogynes de l'histoire de la pensée, une admiratrice rapporte qu'il lui aurait dit « Oh, je n'ai pas dit mon dernier mot sur les femmes ». Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert des choses intéressantes et même inspirantes sur Schopenhauer. Si c'est le cas, donnez un pouce bleu à la vidéo et puis laissez un commentaire pour améliorer le référencement de la vidéo. Ce n'est pas grand chose et puis ça m'aide vraiment. Je suis Romain, j'étais avec mon fidèle Aristote et vous étiez sur 1000 idées de culture générale. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour vous intéresser au meilleur de la pensée. J'ai une question à vous poser. Vous croyez vraiment que les gens ont lu tous les livres dont ils parlent? Bien sûr que non. Sinon, on ne pourrait pas parler de grand-chose. Eh oui, il y a 24 heures dans une journée et il faut travailler, manger, dormir et sortir le chien. Donc le secret de la culture générale, ce n'est pas de lire des livres. C'est quoi alors? Eh bien en fait, il n'y a pas un seul secret. Il y en a 5. Les étudiants et les personnes les plus cultivées, les profs et les intellectuels connaissent ces 5 secrets. Vous savez, vous avez lu Renan comme moi. Mais ils se gardent bien d'en parler. Les gens qui les découvrent réussissent à développer rapidement et facilement leur culture générale, parce que leur rapport au savoir a changé. Et une fois qu'ils appliquent les 5 secrets, ils comprennent toutes les références des personnes cultivées. Ils savent s'exprimer avec profondeur sur n'importe quel sujet. Ils brillent par leur culture dans les conversations et dans les débats, et ils ont le recul nécessaire pour faire preuve d'esprit critique. Ça vous intéresse ? Eh bien, je vous révèle les 5 secrets et je vous explique comment les appliquer dès aujourd'hui pour vous cultiver 10 fois plus rapidement sans vous prendre la tête. Pour recevoir les 5 secrets, inscrivez-vous simplement, soit en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo, soit en cliquant sur celui qui est dans la description de cette vidéo. Croyez-moi, faites-le et vous me remercierez.